au petit matin dans le canton du Valais en Suisse. C'est en hélicoptère que Peter Schwitter se rend à son travail sur les hauts sommets alpins. On est à la fin du mois de juin et lentement l'été s'installe dans les montagnes. Peter Schwitter travaille sur des chantiers d'altitude. Avant la saison estivale, lui et son équipe vont remettre en état les sentiers abîmés par des chutes de pierre. Depuis longtemps déjà, les effets du réchauffement climatique se font sentir sur les sommets des Alpes. Les glaciers fondent toujours plus vite, le permafrost dégèle, les chutes de pierre et les éboulements se multiplient. L'hélicoptère se pose à 2500 mètres sur le glacier d'Oberhalletsch. À la sortie de l'hiver, la neige et les éboulis tapissent les parois du glacier, dont le recul s'est accéléré après des étés torrides et des hivers doux pendant des années. Maintenant que la glace qui les stabilisait a fondu, les flancs de la montagne sont fragilisés. Aujourd'hui, Peter et ses collègues vont s'occuper d'une pente rocheuse au bord du glacier. Là-haut, on aperçoit les échelles qu'on a installées l'année passée. Les dernières en date. Elles ont été légèrement abîmées par une chute de pierre. Dans un premier temps, on va devoir dégager les éboulis de l'hiver. Et ensuite, on pourra procéder à la réparation des échelles. C'est en fait le départ du sentier qui monte du glacier jusqu'au refuge. Des fragments de roches viennent régulièrement endommager les sentiers le long du glacier. Le travail de l'équipe est dangereux. Il y a quelques jours seulement, 2 alpinistes ont été grièvement blessés par des éboulis au même endroit. Le déblaiement est long. Pour ces hommes, le recul irrémédiable du glacier est un défi permanent. L'accès doit constamment être adapté et rallongé pour que les alpinistes puissent atteindre le glacier en descendant du refuge. Ces derniers temps, on a un peu l'impression de constamment devoir courir derrière le glacier. Autrefois, la situation était stable. Elle l'est restée pendant des années. Maintenant, on a tous les ans l'impression de perdre des mètres de glacier. On a raccordé les 2 parties d'échelle qui avaient cassé. Il va falloir remettre en place les supports qui ont été arrachés et qui sont complètement fichus. On voit bien les dégâts sur ce tube qui est brisé et tordu. On va devoir tout démonter pour en installer de nouveaux. De nombreuses heures de travail en perspective, pour une tâche qui paraît souvent vaine, compte tenu de la vitesse à laquelle le glacier disparaît. Ça nous touche quand on voit l'ampleur du phénomène. Il faut se faire à l'idée que par endroits, les glaciers vont disparaître. On le sait déjà, mais ça aura des conséquences énormes sur notre environnement. Rien que ce qu'on fait là, un jour ou l'autre, ce ne sera plus possible. À un moment, il faudra se poser les vraies questions. Il faudra voir ce qu'on peut faire et se demander si notre travail a encore un sens. Plus à l'est se trouve le glacier du Rhône. Les habitants de la région tentent de ralentir sa disparition en le recouvrant d'immenses draps blancs. À l'extrémité du glacier, sur la langue glaciaire,
La fonte rapide de ces dernières années a engendré la formation d'un important lac glaciaire. Matthias Huss est glaciologue à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Depuis plusieurs années, il étudie comment les glaciers réagissent au changement climatique. Ce tissu synthétique blanc renvoie la lumière de manière très efficace. On peut ainsi réduire la fonte de 50 à 60%. Le problème, c'est que ce n'est envisageable que sur de petites surfaces, pas sur un glacier tout entier. Financièrement, ce ne serait pas réalisable et ça aurait aussi un trop gros impact écologique. Pour le moment, il n'a pas encore été établi à quel point la décomposition rapide des bâches affecte l'écosystème des fleuves en aval. Sous les draps se cache une grotte creusée au cœur du glacier. C'est très impressionnant de pouvoir observer le glacier de l'intérieur, de pouvoir distinguer les différentes strates et les bulles d'air qui se sont trouvées piégées lorsque la glace s'est formée tout en haut de la montagne et qui ont dérivé jusque-là avec les années. On estime que cette glace date de plusieurs centaines d'années et qu'elle s'est vraisemblablement formée au Moyen Âge. Ce qui est frappant ici, c'est que sa surface est lisse, arrondie et humide, parce qu'en fait, elle est en train de fondre. C'est une caractéristique de la glace qu'on trouve dans les Alpes. On parle alors de glace tempérée. Elle est à environ 0 degré. À l'inverse, la glace plus froide qu'on trouve à plus haute altitude ou dans les régions polaires est plus cassante et poreuse. Ici, la glace est plus proche de l'eau. Depuis 2010, le glacier du Rhône a perdu environ 200 mètres de sa longueur et une bonne partie de son épaisseur. La glace pluricentenaire disparaît à toute allure. Selon les modélisations des glaciologues, si les températures continuent de croître à ce rythme dans les Alpes, ce qui reste des 8 km de glace pourrait totalement fondre à l'avenir. Près de Pontresina, dans le canton des Grisons, les paysages hivernaux ne semblent pas altérés. Félix Keller est un enfant du pays, mais il est aussi glaciologue. Il se rend à ski sur le glacier de Morteratsch qu'il étudie depuis des années. Ce glacier aussi a souffert des étés caniculaires de ces dernières années et a perdu beaucoup de sa surface. J'ai un lien très fort avec le glacier depuis que je suis tout petit. J'avais à peine 6 ans quand j'y ai fait ma première descente avec mes parents. J'ai été moniteur de ski ici dans ma jeunesse. Ensuite, j'ai fait ma thèse à Pontresina, mais ce qui a été décisif, c'est cette petite phrase de mon père. Nos enfants ne nous demanderont pas si nous avons vu le glacier disparaître. Ils nous demanderont ce que nous avons fait pour l'empêcher. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à un moyen de protéger le glacier comme on protège une réserve d'eau douce. Les appareils de mesure placés sur le glacier permettent de mieux comprendre les changements. Les chiffres que nous enregistrons depuis 1995 permettent de dresser un bilan énergétique qui montre que beaucoup de glace fond. Tous les ans, nous perdons environ 5 mètres de glace, ce qui est considérable. Depuis le début des campagnes d'observation en 1876, le glacier de Morteratsch a perdu 2,5 km. Il ne s'étend plus que sur 6,2 km aujourd'hui. À ce rythme, il n'existera plus à la fin du siècle. Il n'y a qu'en été qu'on peut véritablement mesurer la taille du glacier. En son milieu, il n'est plus épais que d'environ 75 mètres. Partout, il est sillonné de torrents générés par la fonte de la glace.
Ces mêmes torrents ont creusé d'importantes grottes dans la langue du glacier. C'est là que m'est venue une idée toute bête. Et si on gardait en altitude les énormes quantités d'eau provenant de la fonte des neiges pour la solidifier pendant l'hiver? Parce que finalement, la meilleure protection pour les glaciers, c'est la neige. Le rêve de Félix est de recouvrir les glaciers de neige artificielle. On pourrait tendre 7 ou 8 tuyaux à neige entre les falaises, chacun d'une longueur d'1 kilomètre. Sur chaque tuyau, on aurait environ 150 buses, qui produiraient jusqu'à 30 000 tonnes de neige par jour. Et comme ça, on obtiendrait de 10 à 12 mètres de neige en hiver, soit juste assez pour protéger le glacier pendant l'été. Si Félix parvient à tendre ses tuyaux au-dessus du glacier et à fabriquer un manteau neigeux à partir de l'eau provenant de sa fonte, alors il pourra considérablement freiner le processus selon ses calculs. Sur le glacier d'Aletsch dans le Valais, la journée de travail touche à sa fin. Peter et son équipe ont réparé les échelles. Une fois leur tâche accomplie, ils parcourent les 150 mètres de dénivelé qui les séparent du refuge. Les falaises lisses et érodées qui entourent le glacier sont les témoins de la hauteur qu'il atteignait jadis. On voit bien ici cette inscription que j'ai faite en 2004. En août 2004, lorsqu'on était à ce niveau, on se trouvait directement sur le glacier. Tout le sentier qu'on vient de réparer, les 50 mètres de dénivelé qu'on vient de franchir, ont été rajoutés depuis 2004. Ça veut dire qu'en 17 ans, le glacier a perdu entre 50 et 60 mètres d'épaisseur. C'est un travail énorme de rallonger les sentiers et d'installer de nouvelles échelles. On ne s'imagine pas. Le refuge d'Oberhaletsch est une étape incontournable pour tout alpiniste qui entreprend l'ascension des sommets environnants. La gardienne, Irène Eberhardt, apporte la dernière touche aux préparatifs avant le coup d'envoi de la saison estivale. Pour elle, le travail de Peter est vital. Elle ne pourra accueillir des randonneurs que s'ils peuvent atteindre le refuge. Cela fait 3 ans qu'Irène y passe tout l'été. Le matériel et les denrées alimentaires lui sont livrés par hélicoptère. Aujourd'hui, elle attend Peter et son équipe pour le déjeuner. Salut Irène. Salut Peter. Ça va? Bien? Et chez toi, comment c'était? On a pu tout faire. Un peu fatigué d'être parti tôt le matin en hélicoptère, mais ça va. Super. Sinon, le repas est prêt. Vous aussi? Oui. Avant de créer son entreprise de travaux en altitude, Peter a lui aussi été gardien de ce même refuge. On ne sait jamais à quoi s'attendre quand on revient ici après l'hiver. Heureusement, je peux travailler avec Peter. Il a toujours trouvé une solution à tous nos problèmes. Il s'arrange pour que les sentiers soient praticables. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. La disparition du glacier met en péril la stabilité des sentiers qui mènent au refuge. Depuis toute petite, je fais de la montagne. Et dès l'âge de 5 ans, j'ai pu observer le recul des glaciers et comment certains circuits n'étaient plus praticables ou devenus trop dangereux. Quand je vois ça, ça me fait de la peine. Et pour ce qui est de mon travail, tout devient plus compliqué et plus coûteux.
Pour le moment, les conséquences de la fonte des glaciers sur les régions plus éloignées ne sont mesurables que sur les modèles proposés par les scientifiques. Tous les printemps, Matthias Huss effectue des prélèvements sur le glacier du Rhône pour procéder à un bilan précis de sa masse. Il vérifie aussi la densité de neige grâce à sa teneur en eau. Au plus fort de l'été, c'est un quart de l'eau du Rhône, du Rhin, du Danube et du Pô qui provient des glaciers alpins. Les glaciers sont en fait de gigantesques réservoirs d'eau. Ils la libèrent précisément quand on en a le plus besoin, c'est-à-dire en été, quand il fait chaud et sec. C'est à cette saison que les glaciers fondent le plus vite. Aussi longtemps que ce système fonctionnera, tout ira bien. Ça nous permettra de maintenir des niveaux d'eau corrects sur les fleuves. Parce qu'en fait, on est ici à la source du Rhône, qui va se jeter dans la Méditerranée après avoir traversé le Valais et la France. Pour le moment, les glaciers libèrent beaucoup d'eau en été et viennent alimenter les fleuves et rivières. Lorsqu'ils auront disparu, cette eau va manquer, ce qui peut provoquer ou tout du moins aggraver des sécheresses. La fonte des glaciers provoquée par les étés torrides et les hivers doux ne pourra être enrayée que si l'on parvient à ralentir le réchauffement climatique de manière significative. Comme après chaque hiver, Matthias et son collègue installent une petite station de mesure au pied du glacier. Son rôle est de fournir des données précises concernant la fonte de la glace pendant les mois d'été. L'élément le plus important ici est cette caméra. Elle filme cette toise qui est enfoncée au plus profond de la glace. Lorsque le glacier fond, toute l'installation s'affaisse, mais la toise, elle, ne bouge pas. Les images que nous montre la caméra donnent l'illusion que la toise sort de la glace, et cela nous permet de mesurer la quantité de glace fondue chaque jour. Les photos de l'été 2020 sont sans équivoque. À cet endroit du glacier, on perd tous les ans 7 mètres d'épaisseur, ce qui est considérable. On a du mal à le croire, mais quand on revient après quelques mois, on voit bien à quel point la toise a pris de la hauteur. On est au tout début de la saison. On a installé cette toise à l'automne dernier et pour le moment, on n'a pas beaucoup de fonte à déplorer. Un peu moins d'1 mètre, c'est tout. Mais la neige vient juste de disparaître et la fonte ne va débuter que dans les prochains jours. C'est pour ça qu'on est venu installer cette station de mesure. Pour les scientifiques, les glaciers font office de thermomètre de la planète. Ils sont particulièrement sensibles aux changements thermiques et sont de précieux indicateurs du changement climatique. On ne doit pas surestimer le rôle des glaciers. Mais ce sont d'excellents témoins du changement climatique. Ils montrent très clairement que quelque chose se passe et que le changement climatique est réel. Les modifications qu'on peut observer à l'œil nu d'une année à l'autre ou celles des 10 dernières années convaincraient les plus sceptiques. La fonte des glaces peut servir à faire comprendre aux gens que quelque chose se passe et que le climat se réchauffe. En montagne, la fonte des glaces n'est qu'un aspect du changement climatique. Il peut aussi entraîner la chute de blocs de glace jusque dans les vallées. Cela peut s'avérer très dangereux lorsqu'ils atteignent des zones habitées. À l'été 2020, on a frôlé la catastrophe dans la région d'Aoste, sur le versant italien du Mont Blanc. 500 000 mètres cubes de glace, un pan entier du glacier du Plan Pincieux, ont menacé les habitations du hameau du même nom dans le Val Ferret. Tout accès à la vallée avait été coupé pendant plusieurs jours. Finalement, il ne s'était rien passé, mais pour les habitants, dont le restaurateur Roberto Gandolto, comme pour les touristes, la fermeture avait été une vraie surprise. Tous nos clients, au restaurant comme à l'hôtel, ont été pris de panique. Surtout parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et nous non plus d'ailleurs. Tout s'est passé très vite.
Et du coup, ça a été la panique à bord. La réouverture a été un peu compliquée, mais on y est arrivé. On y arrive toujours. À cause du danger omniprésent d'un effondrement, le glacier de Plan Pincieux est sous constante surveillance. Valerio Segor est responsable de la gestion des risques naturels pour la vallée d'Aoste. C'est lui qui, en cas de danger, conseille les autorités locales dans la décision de fermer les accès ou d'évacuer une zone. Des techniques de radar sophistiquées permettent de mesurer chaque mouvement de la surface du glacier. Grâce à de savants calculs, on peut alors établir des topographies de terrain et des modèles digitaux. On a installé ici un de nos systèmes de surveillance. Il s'agit d'un radar interférométrique qui nous permet de suivre les mouvements du glacier 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Il détaille ses résultats secteur par secteur, ce qui nous permet de voir si une zone bouge plus vite ou plus lentement que les autres. C'est surtout à la fin de l'été, lorsque la saison touristique bat son plein et que les températures plafonnent, que pèse la menace que de gros blocs de pierre ne dévalent les pentes. Les données que nous recueillons sur les mouvements du glacier sont classées par catégorie. Lorsque les valeurs limites sont dépassées, on déclenche des mesures préventives parce qu'on estime que le risque d'un effondrement est plus grand. En fonction du niveau de danger, on propose alors différents scénarios aux autorités pour gérer au mieux l'évacuation éventuelle d'une partie du village ou la fermeture de la route. Grâce à un dispositif de feu de signalisation, l'évacuation de certaines zones à risque doit pouvoir être organisée rapidement en cas de danger. La chute du pan de glacier semble inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. C'est dans la petite commune de Naters, dans le Valais, que vit Peter avec sa femme et leurs 2 filles. Peter a rencontré sa femme Déborah au refuge d'Oberalletsch. En plus de ses activités de construction, il est l'observateur officiel des risques naturels pour le canton. Il doit donc constamment surveiller les mouvements du glacier dans le secteur. Il a accès aux résultats de chaque station de mesure dans les Alpes. Il se concentre plus particulièrement sur le glacier d'Aletsch, où un immense glissement de terrain s'était produit sur la langue du glacier il y a quelques années. On distingue très clairement les chutes de pierre dans cette zone. Plus c'est foncé, plus l'activité est forte. Vert, c'est calme. Plus on va vers le violet, plus l'activité est intense. Lors de ses visites de contrôle, Peter surveille de très près le site du glissement de terrain près de Mosflou, au-dessus du glacier. Des millions de mètres cubes de pierre et de terre se sont très rapidement mis en mouvement. Au départ, on n'avait pas bien compris pourquoi. Mais on sait maintenant que la langue du glacier, qui s'est retirée, servait en fait à soutenir les pans de la montagne, de part et d'autre. Quand la langue du glacier s'est retirée, et surtout ces dernières années où ça s'est accéléré, on est arrivé à un point où les pentes n'étaient plus stables. Et elles ont commencé à glisser vers la vallée. La montagne s'est ouverte comme un livre, et une page après l'autre s'est détachée. La plus grosse partie des éboulis gît maintenant sur la langue du glacier. De tous les glaciers alpins, le glacier d'Aletsch est le plus imposant par sa superficie et le plus long, avec 22 km. Les scientifiques sont frappés par la vitesse à laquelle les changements opèrent. Jusqu'à présent, on était convaincu que le processus de glissement de terrain dû au recul des glaciers était lent et négligeable.
Les satellites et les caméras de surveillance permettent de comprendre les déformations de terrain autour de Mossflou. Mais rien ne vaut une visite sur place. L'observateur des risques naturels doit tout voir et tout entendre. Je vais sur le terrain et avec mes jumelles, rien ne m'échappe. Mon rôle est de recenser les mouvements et autant que possible de les contrôler. Peter essaie de toujours anticiper les risques naturels éventuels. Sa zone de contrôle comprend toute la région autour du glacier d'Aletsch, du fond de la vallée jusqu'au sommet. L'hélicoptère l'emmène sur le glacier de Mittel-Aletsch qui doit être surveillé de près en raison de mouvements fréquents. Un immense cratère souterrain s'est formé à l'extrémité du glacier, sous la langue de glace. On n'en mesure pas encore vraiment l'ampleur. On se trouve au fond du cratère. On distingue clairement les bords tout autour de nous. Ça nous laisse entrevoir sa taille et il ne cesse de grandir. C'est en tout cas ce que nous avons observé. On a vraiment l'impression que tout va s'effondrer. C'est très profond, juste ici. Les parois du cratère plongent encore 20 ou 30 mètres plus bas. Tout est encore rempli de neige à cause des avalanches. Il faudra attendre la fin de l'été quand toute la neige aura fondu pour se faire une image plus précise. Si un lac glaciaire s'est formé sous terre, la vallée menace d'être inondée à tout moment. Comme la langue de glace s'est désolidarisée du corps du glacier, il est fort probable qu'elle s'effondre. Elle est en tout cas vouée à disparaître. Comme elle n'est plus alimentée par le haut du glacier, sa glace va fondre encore plus rapidement. Les jours des glaciers semblent compter. Dans les Grisons, sur le glacier de Morteratsch, Félix Keller poursuit son ambitieux projet. Aujourd'hui, son équipe doit mettre à l'épreuve l'installation test qui a coûté la coquette somme de 250 000 €. On doit définir la taille des buses. On doit déterminer la quantité d'eau nécessaire. On doit aussi prendre en compte la force du vent pour être sûr que la neige se répandra uniformément comme on le désire. Il s'agit aujourd'hui d'optimiser les derniers réglages. Le responsable de l'équipe, Klaus Dangel, est expert en matière d'enneigement. Avant tout, il faut rincer les tuyaux. C'est le problème avec l'enneigement des glaciers, ou en cas de très basse température. Il faut toujours bien rincer d'abord. L'eau suffit à réchauffer tout le système. Si on ne le fait pas, et même s'il n'y a qu'1 degré de différence, toute l'installation gèle en quelques secondes. On a installé un système de soupape sur l'installation test pour éviter que tout ne gèle. Klaus, on est prêt, on peut y aller. Sur le glacier de Morteratsch, l'eau est prélevée d'un lac glaciaire situé en altitude. La gravité suffit à lui donner la pression nécessaire pour enneiger le glacier sans avoir recours à une autre source d'énergie, comme l'électricité par exemple.
L'installation fonctionne à merveille et produit de splendides flocons de neige. Pour fabriquer de la neige, il faut de l'air comprimé et de l'eau. L'eau est soufflée de ces buses obliques sous forme de gouttelettes. À l'avant de ces premières buses, vous apercevez deux jets verticaux. Ce sont les buses de nucléation. Elles projettent un mélange d'air comprimé et d'eau. Chaque seconde, elles produisent 1 milliard de cristaux. Ces cristaux se mêlent ensuite aux gouttelettes d'eau et se transforment en neige au cours de leur chute d'environ 20 mètres. Le projet de Félix d'enneiger artificiellement les glaciers vient de faire un pas de géant. Quand j'ai eu l'idée de combiner la technologie appliquée au téléphérique et les techniques d'enneigement, je ne donnais pas cher du succès de l'entreprise. Je dois avouer que je suis très heureux de voir que ça fonctionne. Ce genre de prouesse technique parviendra tout au plus à gagner du temps. Pour sauver durablement les glaciers, il faudrait tout bonnement enrayer le changement climatique.